La francophonie, la modernisation et les droits de l'homme sont autant de courants qui essaient de trouver l'unité parmi les peuples. Vous qui avez vécu une très grande ouverture sur les cultures, quelles sont à votre avis les chances de réussite de chacun de ces courants? Je ne les mettrai pas sur le même plan. Je crois que les droits de l'homme, c'est un mouvement de fond qui est apparu dans l'histoire lentement et tardivement. Et il y a encore beaucoup à faire, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est un chantier pour tout l'avenir de l'humanité. Essayer de développer ces droits, de les comprendre, de les évaluer à chaque époque. La modernisation, c'est une notion qui est ambiguë. Je pense qu'à chaque étape, il y a des choses nouvelles qui apparaissent et on a le devoir de faire le tri entre ce qui mérite d'être considéré comme un progrès et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est nouveau n'est pas un progrès. Et je pense que c'est une des principales tâches de nos sociétés, de chacun d'entre nous en particulier, de discerner dans l'évolution du monde ce qui est un progrès et ce qui est une régression, ce qui est du surplace. La francophonie, ça se situe à un autre niveau, c'est-à-dire la langue française est une langue parmi d'autres. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait un droit à apparaître comme ayant une vocation supérieure à celle d'une autre. Je pense que mon vrai combat, c'est pour la diversité culturelle et linguistique. C'est cela qui est essentiel pour l'avenir du monde. Et donc, il est important de promouvoir la connaissance des langues et la place de toutes les langues, qu'il s'agisse de la langue française, de la langue arabe, de la langue espagnole, et que l'anglais, qui est une langue que j'aime beaucoup, qui est ma troisième langue, comme elle est la langue, une des langues des Libanais. Vous en particulier, vous êtes issu d'un milieu très anglophone. Et puis l'anglais, on a trop tendance à considérer que c'est simplement la langue, une langue uniquement d'échange et une langue d'usage superficiel. C'est aussi, pour moi, à mes yeux, une langue qui est une des langues de la poésie. Je pense que c'est une des langues privilégiées de l'écriture poétique. Et donc, je n'aime pas l'attitude qui existe en France et ailleurs, d'ailleurs, de mener un combat contre la langue anglaise. Et moi, je ne le ferai jamais. Simplement, ce que j'essaie de faire et de dire, c'est que, à côté de la langue anglaise, qui est en train de devenir la langue prédominante dans le monde, il est essentiel de maintenir la place de toutes les langues, qu'aucune personne dans le monde ne se sente étrangère parce qu'elle parle une langue marginalisée. Il faut que chacun puisse accéder à tout ce que le monde offre à travers sa propre langue. Amin Maalouf, vous êtes l'écrivain messager de la tolérance et du rapprochement de culture. Cette tolérance que vous avez toujours défendue, est-elle toujours de mise aujourd'hui, au moment où la confrontation entre l'Orient et l'Occident bat son plein? Moi, je fais toujours la distinction entre mes rêves et la réalité du monde. Si vous me demandez si je rêve d'un monde où les cultures peuvent coexister, où les gens ne subissent pas la discrimination à cause de leur langue ou de leur origine ou de leur croyance ou de leur couleur ou de leur sexe, je dis que oui, je crois à cela et je me battrai toujours pour cela. Vous êtes engagé alors? Oui, pour cela, certainement et sans hésiter. Si vous me demandez est-ce que c'est ce que je vois quand je regarde autour de moi, je vous dis non, malheureusement, ce n'est pas ce que je vois. Le monde n'est pas en train d'aller vers plus de coexistence, vers plus de tolérance, vers moins de discrimination. Je pense que le monde traverse une période sombre
Et si je suis un homme réaliste, ce que je crois être, je ne peux qu'être inquiet. Je pense que le monde est en phase de régression dans beaucoup de domaines. Nous pensions qu'il allait y avoir un progrès dans tous les domaines, dans le domaine de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, de la coexistence, de la capacité de comprendre l'autre. Et moi, je me suis employé effectivement à mon niveau, dans le cadre qui est le mien, à établir des petites passerelles. Mais je dois constater que le monde ne va pas du tout dans cette direction et que les gens qui pensent comme moi sont des marginalisés de plus en plus et ils ont l'air de naviguer à contre-courant. Mais c'est pas grave, il faut naviguer à contre-courant. Citoyen du monde, vous l'êtes. Vous êtes porteur de plusieurs cultures. Vous êtes ouvert à tout. Cependant, vous estimez que votre famille est votre seule patrie. Pourquoi ? Je le dis avec un sourire, ce n'est pas une proclamation de foi. C'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ce lien familial, parce que c'est un lien qui ne débouche ni sur la violence, ni sur une forme d'exclusivité, ni sur une forme de discrimination. C'est un lien purement bénin. Des gens qui portent le même nom, qui sont vaguement issus d'un même ancêtre et qui, à cause de cela, se reconnaissent entre eux et ressentent une sorte de solidarité entre eux. C'est vrai de ma famille, comme c'est vrai de beaucoup de familles. C'est une réalité, je pense, au Liban et d'ailleurs ailleurs, mais au Liban plus qu'ailleurs peut-être, qui est vécue. Et donc, c'est vrai que j'ai une tendresse pour cette forme de lien, mais bon, je n'en fais pas une montagne. Ami Malouf, dites-moi, qu'est-ce qu'une identité ? Pour moi, l'identité est faite de beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas envie de limiter mon identité à 2 ou 3 éléments pris comme ça grossièrement et schématiquement. L'identité de chacun d'entre nous est faite de beaucoup de choses. De son pays, à l'intérieur du pays, de certains éléments particuliers d'appartenance, de sa langue, de la communauté dans laquelle il est né, de ses croyances, de son parcours dans la vie. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie et qui fait que chacun d'entre nous est, en fin de compte, un être différent de tous les autres. Il n'y a pas 2 personnes dans le monde qui sont identiques. Et donc l'identité, c'est ne pas être identique à quelqu'un d'autre. Et comment vous définissez votre identité vous-même ? Je ne la définis pas en quelques mots. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai fait une fois dans un livre ce que j'ai appelé un examen d'identité. C'est-à-dire, j'ai commencé à imaginer tous les éléments de mon identité en disant, voilà, tout cela fait partie de moi. Alors il y a évidemment la langue, il y a la communauté religieuse, il y a le pays, il y a la profession, il y a toutes sortes de facteurs qui font que je suis quelqu'un et que chacun d'entre nous est quelqu'un de différent des autres. Mais il faut s'assumer en tant que personne différente de tous les autres plutôt que d'entrer dans une sorte de troupeau qui suit un mouvement qui ne vient pas de lui, qui ne vient pas de l'intérieur. Et je suis foncièrement quelqu'un qui est très indépendant et qui n'a pas envie de suivre une communauté ou un troupeau ou un parti. Je suis quelqu'un qui a envie de pouvoir à chaque instant décider pour lui-même
et qui n'a surtout pas envie de commander à quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Je veux personne au-dessus, personne au-dessous. Je veux être un homme libre, et je pense que ça résume beaucoup ma vision de ma propre vie. Amin Maalouf, vous dites que le Libanais aime son pays, mais cultive aussi la passion de l'exil. Est-ce le cas chez vous? Et après 30 ans de vie en France, est-ce que vous sentez toujours que vous êtes en exil? Au début de l'émission, vous avez évoqué le mot « la gherbe ». Pourtant, vous êtes quelqu'un ouvert à tout, vous êtes un citoyen du monde, et vous portez en vous l'Occident et l'Orient. Et d'ailleurs, vous luttez afin qu'il y ait une passerelle entre ces deux mondes-là. Pourquoi l'exil? Pourquoi toujours l'exil? Je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent de l'exil. Si, je parle souvent de l'exil, mais je n'utilise pas beaucoup le mot exil. Ce n'est pas un mot qui revient souvent dans mon vocabulaire. C'est vrai que le mot « ghorbe », en arabe, il a le sens de absence provoquant la nostalgie, en quelque sorte. L'émigration. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on ressent. Moi, je ressens constamment une certaine nostalgie envers mon pays, envers mon village, envers le passé aussi, mon enfance, les gens qui étaient autour de moi dans mon enfance et qui ont disparu. Et je suis quelqu'un qui essaie d'être positif. À partir du moment où il s'installe dans un pays, il a envie d'adopter le pays sans abandonner son pays d'origine, mais j'ai envie de m'impliquer pleinement. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas s'imaginer que les barrières disparaissent. Je pense qu'il y a toujours des choses qui vous rappellent que vous êtes un exilé. Je pense que tous les exilés le sentent, mais il ne faut pas en tirer de mauvaises conclusions. Je pense qu'il faut considérer que l'exil a des aspects négatifs, mais en même temps, c'est une ouverture sur le monde. Je pense que les Libanais, c'est vrai qu'ils souffrent de l'exil, mais ils sont heureux aussi d'être répandus partout dans le monde. Ils sont heureux d'avoir un bras du côté du Brésil, un autre du côté de l'Australie ou de l'Amérique du Nord. C'est une aventure superbe d'être partout dans le monde. Et je pense qu'on aurait tort de vivre cela comme étant simplement un malheur subi par le pays, même s'il y a toujours un aspect qui contient un malheur, une souffrance, une tristesse. Quand on a vécu au Liban, la première religion que l'on a, c'est la religion de la coexistence. Vous avez affirmé ça un jour. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez toujours cette affirmation? Bien sûr, moi je crois profondément à la coexistence. Je crois plus à la coexistence qu'à la religion, même si je ne suis pas hostile à la religion. Je pense que toute religion doit passer le test de la coexistence. Il faut que les gens puissent être à la fois croyants et pouvoir accepter que les autres soient différents. Si vous n'étiez pas né au Liban, où les rapports entre politique et religion sont étroits, les problèmes d'appartenance et d'identité battent leur plein, auriez-vous été ce que vous êtes aujourd'hui? Je pense que je suis le produit du Liban. Je pense que tout ce que je sens, tout ce à quoi j'aspire, tous mes idéaux sont ceux d'un Libanais qui a souffert de la guerre, qui a souffert de la division et en même temps qui a une expérience intime de la coexistence. Peu de gens à travers le monde ont une connaissance intime, une expérience intime des grandes religions qui se partagent le monde, comme les Libanais. Et c'est ça qui nous donne un rôle privilégié et souvent des souffrances privilégiées. Pourquoi l'homme commet des crimes au nom de la religion? D'où provient cette identité meurtrière? Là, je ne vous promets pas de répondre en quelques mots. Je pense que ce serait une longue explication, mais je dirais simplement que les gens qui ont envie de commettre des atrocités,
ils les commettent, quels que soient les prétextes qu'ils donnent. Là, on parle de religion, mais soyons justes. Je pense que d'abord, toutes les religions ont vu des gens, à certains moments de l'histoire, commettre des crimes en leur nom. Toutes les idéologies aussi, y compris les idéologies qui étaient hostiles à la religion, ont commis des horreurs bien pires encore. Tout au long de l'histoire, les hommes ont commis des atrocités, et tout au long de l'histoire, ils ont essayé de les justifier par des raisons supérieures, mais il faut que les religions puissent s'élever au-dessus de tous ceux qui commettent des crimes en leur nom.